Quand on pense à Paris, l'image qui vient à l'esprit est presque automatique. Une lumière dorée qui frappe les bâtiments historiques, des gens élégants qui marchent dans des rues propres, des cafés charmants à chaque coin, une ville qui semble exister dans un film éternel. Ce portrait est si puissant qu'il devient une promesse. Et c'est précisément pour cela que le choc commence avant même de passer le contrôle des passeports. On arrive en portant une Paris imaginée, prête à nous accueillir avec délicatesse, ordre et beauté. Sauf que la vraie Paris n'a aucune obligation de correspondre à notre rêve. Dès les premiers pas dehors, en quittant l'aéroport, le sentiment peut être étrange. L'air n'a déjà plus le parfum sophistiqué de la publicité. Le béton domine le paysage, les panneaux sont usés et le rythme est froid, rapide, impersonnel. Dans la gare ou le métro, le décor change complètement. De longs couloirs, un éclairage fatigué, des déchets accumulés dans les coins, une odeur forte mêlant humidité, urine et métal. Ce n'est pas ce charme bohème qu'on t'a vendu. C'est un lieu vivant, tendu, pressé, qui semble te rappeler sans cesse « tu n'es qu'un parmi d'autres ». Puis arrive le premier contraste brutal. Tu regardes autour de toi et tu vois que la ville qui vend du glamour est aussi une ville où beaucoup de gens vont mal. Des personnes dormant dans des sacs de couchage à l'entrée des stations, des files discrètes pour les distributions de nourriture, des visages épuisés demandant quelques pièces avec une naturalité qui démonte le romantisme. Ça n'apparaît pas sur les photos Instagram, mais ça apparaît devant toi sans filtre, tôt le matin quand tu voulais seulement te sentir accueilli. La saleté n'est pas un petit détail. Elle colle à l'expérience. Des sacs poubelles sur les trottoirs en attente de collecte, des restes de nourriture, des mégots partout. Dans certains quartiers, le sol semble toujours humide. Et tu comprends pourquoi quand tu vois des rats traverser la rue avec la tranquillité de ceux qui vivent là depuis bien plus longtemps que n'importe quel touriste. Et oui, ça arrive aussi près des zones célèbres. La ville lumière a beaucoup d'ombre et tu trébuches dessus sans avertissement. L'insécurité s'installe comme un bruit de fond constant. Ce n'est pas le chaos absolu partout, mais il existe une vigilance permanente. Tu le sens dans les panneaux qui avertissent des vols, dans les annonces du métro, dans les regards rapides de ceux qui serrent leurs sacs plus fort. Aux endroits touristiques, des groupes organisés s'approchent avec des astuces répétées, des bracelets offerts, de fausses pétitions, des distractions en duo. Et quand tu t'en rends compte, ta poche est déjà devenue une cible. Tu apprends vite qu'ici, l'inattention coûte cher. Le plus dur, c'est de comprendre que la carte postale et le quotidien sont deux villes différentes. L'une est faite pour être vendue, l'autre pour être vécue. La Paris de vitrine existe, oui, mais pas tout le temps. Elle apparaît par fragments. Un bel après-midi au bord de la Seine, une rue historique bien entretenue, une boulangerie impeccable. Mais entre un fragment et l'autre, il y a un trafic lourd, des transports bondés, une tension sociale, de la hâte, de l'impatience, et une ville qui n'attend personne pour s'adapter doucement. Et c'est là que le choc devient une question. Si la beauté est réelle, pourquoi a-t-on l'impression qu'elle tourne toujours le dos à ceux qui arrivent ? Peut-être parce que Paris n'est pas un décor, c'est un organisme. Et quand on y immigre, on cesse d'être spectateur pour devenir une partie du corps. Alors, on ressent tout. L'éclat, mais aussi la fièvre. Et la fièvre est forte dès le début quand on comprend que la ville lumière n'éclaire pas tout le monde de la même façon. Vous pouvez calculer le loyer, les courses, les transports et penser que vous avez déjà compris combien coûte la vie à Paris. Beaucoup de gens arrivent avec une feuille Excel à la main, convertissant la monnaie, faisant des moyennes par quartier, comparant les prix sur des sites, regardant des vidéos. Et malgré tout, presque tout le monde a un choc. Parce que le vrai trou n'est pas dans ce qui apparaît dans les comptes évidents. Il se cache dans les frais invisibles, ceux que personne ne met dans le titre de la vidéo, qui ne figurent pas dans la pub des programmes d'échange, et qui ne deviennent réels que lorsque vous êtes déjà là, la valise par terre, et la pression dans la poitrine. La première claque, c'est généralement le logement. Vous trouvez un endroit, vous vous emballez, vous prenez rendez-vous pour une visite, vous faites une offre et vous découvrez que le montant à payer pour entrer n'est pas seulement le premier mois. Il y a la caution, en général équivalente à 1 ou 2 loyers. Si vous passez par une agence, s'ajoutent les frais d'agence qui peuvent représenter un loyer entier de plus, voire davantage. Et ce n'est pas du blabla. Ces sommes doivent être versées avant qu'on vous remette les clés. Il n'y a pas de paiement en plusieurs fois, pas de « je verrai plus tard ». Soit vous payez, soit vous retournez à la rue. En pratique, se loger exige une réserve de guerre initiale que beaucoup n'ont pas, parce que personne ne l'a clairement averti. Puis vous vous dites « ok, je paie et c'est réglé ». Sauf que non. Pour signer le bail, on peut exiger un garant français, des justificatifs de revenus, des relevés bancaires, un contrat de travail, un historique de résidence. Ceux qui n'ont rien de tout ça entrent dans le circuit des assurances loyers obligatoires qui facturent chaque mois pour remplacer le garant. C'est de l'argent qui sort tous les mois pour que vous puissiez simplement continuer à habiter là, sans retard, sans faille, parce que la moindre instabilité devient une menace réelle de perdre votre toit.
Et on n'a même pas commencé à parler des coûts du logement lui-même. Électricité, chauffage, eau, ordures, charges de copropriété, chacun avec sa propre logique, ses réajustements, ses tarifs à la consommation, une part fixe, une part variable des frais d'entretien. En hiver, le chauffage devient un monstre. La facture double sans prévenir, parce que le froid ne négocie pas et que le système français fait payer le confort comme s'il s'agissait d'un luxe. Et le pire, c'est que vous ne comprenez la taille de ce monstre qu'à la première grosse facture, un mois où vous étiez déjà à l'étroit. Ensuite viennent les services obligatoires. Mutuelle santé, assurance habitation, forfait téléphonique, avec des frais supplémentaires cachés dans les petites lignes, transport public qui semble simple jusqu'à ce que vous vous trompiez de zone ou de ticket et que vous preniez une amende salée. Paris fait payer l'inattention et elle le fait vite. Une amende dans le métro ne ressemble pas à un simple rappel à l'ordre. C'est un trou dans votre budget du mois. Et inutile de discuter parce que le système fonctionne comme une horloge sans place pour l'excuse du nouvel arrivant. Il y a aussi la vie administrative qu'un immigré doit affronter pour exister dans le pays. Traduction assermentée, validation de documents, photos officielles, frais de visa, frais de renouvellement, formulaires payants et parfois même des dépenses de déplacement pour régler une seule étape bureaucratique. L'argent s'écoule à travers de petites exigences qui paraissent isolées, mais qui deviennent une avalanche une fois additionnées. Et le détail cruel, beaucoup de ces dépenses surgissent quand vous n'êtes pas encore employé ou quand vous gagnez encore peu. C'est ça, l'effet domino. Un frais en entraîne un autre. Une dépense initiale plus élevée que prévu vous force à puiser dans vos économies. Des économies plus faibles vous font retarder un paiement. Le retard génère une pénalité. La pénalité renchérit le mois suivant. Le mois suivant arrive avec le froid, avec davantage de chauffage, davantage de transport, davantage de pression. Et soudain, vous comprenez que vous ne vivez pas Paris. Vous y survivez en essayant de garder la tête hors de l'eau. Et voici la vérité que presque personne ne vous dit noir sur blanc. Le coût de la vie à Paris n'est pas seulement élevé, il est sournois, il vous attrape par le détail, il vous pousse dans une routine où vous êtes toujours en train de vous défendre contre une nouvelle facture, une nouvelle exigence, un nouveau prélèvement qui n'était pas dans le plan. La ville est magnifique, oui, mais le prix pour y rester commence bien avant le café en terrasse. Il commence avec la dépense que vous n'avez pas vu venir et qui, quand elle arrive, ne vous demande pas si vous étiez prêt. Vivre à Paris, ce n'est pas seulement trouver un toit. C'est traverser un rituel social français qui décide, avec une froideur bureaucratique, qui mérite la ville. On arrive en pensant que le loyer cher est le principal problème, puis on découvre que le vrai obstacle, c'est la pénurie combinée à un système culturellement méfiant où le contrat ressemble presque à un certificat d'appartenance. Ce n'est pas exagéré de dire que, pour beaucoup d'immigrés, la guerre commence à l'adresse. Les chiffres donnent un aperçu de l'ampleur de la crise. L'offre de logements à louer a fortement chuté ces dernières années, tandis que la demande reste énorme, ce qui fait grimper les prix et transforme chaque annonce en affrontement. On parle de baisse de plus de 50% de l'offre à Paris, avec des loyers qui montent même quand les revenus stagnent. De petits appartements coûtent comme s'ils étaient spacieux, et un studio moyen peut facilement dépasser les 1 500 € par mois. Paris n'est pas cher par caprice. Elle est chère parce que le marché est étranglé et que chaque mètre carré est devenu de l'or. Mais le prix n'est que la première porte. Quand on franchit la deuxième, on tombe sur la culture du dossier. En France, louer un appartement, c'est comme postuler à un emploi. Il faut présenter un dossier impeccable avec justificatif de revenus, contrat de travail, documents, relevé bancaire, parfois historique de logement, et presque toujours un garant. Et ce garant, idéalement, est français, avec un revenu stable et un patrimoine. Pour le regard traditionnel du propriétaire parisien, ce n'est pas de la discrimination ouverte, c'est de la prudence culturelle. L'idée que le logement est un bien trop sérieux pour être confié à quelqu'un sans racines locales. Et là, on comprend pourquoi tant de gens avec un salaire correct restent aussi sur le carreau. Sans garant, on entre dans des dispositifs de garantie étatique ou privés, comme Visal, censés remplacer ce rôle. Ça marche pour certains, mais beaucoup de propriétaires font encore la grimace, préférant un couple français à un étranger seul, même si l'étranger paie toujours à temps. C'est la culture du risque zéro, une manière silencieuse de sélectionner qui entre et qui ne entre pas dans le jeu. La conséquence directe du manque d'options, c'est le micro-appartement devenu norme. Paris a été construite selon une autre logique historique. Immeubles anciens, rues étroites, découpage dense, et maintenant la ville tente de faire tenir trop de monde dans des espaces qui étaient déjà petits. On visite des studios de 9, 12, 15 mètres carrés, avec le lit collé à la cuisine, une douche minuscule et une fenêtre donnant sur un puits de lumière. La pub appelle ça « cosy », mais dans la vraie vie, on appelle ça l'étroitesse. Et quand plus personne ne rentre dans ces carrés,
arrive le co-living. Des chambres chères dans des appartements découpés comme une entreprise, vendant de la communauté tout en facturant presque 1 000 € pour une pièce. Puis vient la tentation des quartiers moins chers. Sauf qu'à Paris, moins cher signifie presque toujours loin, mal connecté ou socialement tendu. On part en périphérie faute de choix et on se retrouve dans des zones avec moins de services, plus de conflits, des transports bondés, une sensation d'insécurité réelle la nuit. Et ce n'est pas qu'une impression personnelle, c'est la géographie sociale française à l'œuvre. Le centre concentre prestige et protection et le coût expulse ceux qui ne peuvent pas prouver une stabilité immédiate. Au final, ce qui semblait être une simple recherche d'appartement devient un test culturel d'endurance. On apprend à envoyer un dossier en 5 minutes, à supplier pour une visite, à se battre contre des dizaines de candidats, à accepter moins d'espace qu'on ne l'imaginait, à payer plus qu'on ne l'avait prévu. Et quand on réussit enfin à signer un contrat correct, on ne ressent pas seulement du soulagement. On a l'impression d'avoir franchi une barrière invisible, celle d'être accepté, même provisoirement, dans la vraie vie parisienne. Vous arrivez à Paris avec la sensation que le travail est le pont naturel vers une nouvelle vie. Après tout, la ville semble tourner autour des opportunités, tourisme, mode, gastronomie, technologie, culture. Mais quand la phase d'enchantement passe, la mécanique française apparaît et elle ne bouge pas au rythme de votre rêve. En France, travailler ne se résume pas à décrocher un emploi. C'est traverser un système qui accorde une valeur presque sacrée au bon papier, au bon tampon, au bon niveau de français, à la manière correcte de s'intégrer. Et pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, cela peut paraître étouffant, parce que ce n'est pas seulement de la bureaucratie, c'est une culture d'État. Le premier mur, c'est la validation des documents. La France entretient une relation historique avec les diplômes et les titres comme marque de statut social et professionnel. Une formation qui, dans votre pays, vous place comme spécialiste peut, ici, devenir non équivalente. Pour de nombreux domaines, surtout les professions réglementées, il faut une attestation de comparabilité de l'ENIC-NARIC ou passer par des procédures spécifiques de reconnaissance. Cela prend du temps, coûte de l'argent et ne garantit pas un résultat automatique. En attendant cette équivalence, bien des portes restent fermées car le marché français fait davantage confiance à ce qu'il reconnaît dans sa propre hiérarchie éducative. En parallèle, le visa devient un autre entonnoir. Pour ceux qui ne sont pas citoyens de l'Union européenne, travailler légalement dépend généralement d'un employeur prêt à parrainer un contrat et à demander une autorisation de travail. Et là se glisse un détail culturel. L'employeur français, en moyenne, est prudent. Embaucher un étranger signifie gérer des étapes supplémentaires, des justifications, des délais et le risque d'un refus. Alors, même avec des qualifications, vous sentez un marché discrètement fermé, non pas parce qu'on vous dit « nous n'embauchons pas d'immigrés », mais parce que le réflexe naturel est d'opter pour la voie la plus simple. Quelqu'un de local, avec un numéro fiscal français, un diplôme français et un français parfait. La langue d'ailleurs est plus qu'un outil de communication. C'est une preuve d'appartenance. La France a durci les exigences linguistiques pour la résidence de longue durée et la citoyenneté en demandant des certificats officiels et des niveaux plus élevés qu'auparavant. Même les formations publiques se sont devenues plus limitées. Cela crée une impression de course sans fin. Vous devez travailler pour vivre, mais vous avez besoin d'un français avancé pour obtenir le travail qui vous sort de la survie. Quiconque arrive avec un français basique ressent immédiatement le poids de cette barrière. Et quand vous entrez enfin dans le jeu, un autre choc apparaît, les impôts et les charges. La France finance un système social robuste et cela se reflète dans le bulletin de salaire. Entre cotisations sociales et impôts sur le revenu, le salaire net baisse beaucoup par rapport au brut. Ce n'est pas un vol du gouvernement, c'est la logique française de solidarité par l'État, construite sur des décennies. Mais pour l'immigrant fraîchement arrivé, la sensation est de travailler beaucoup et de voir peu d'argent rester à la fin du mois. Dans ce contexte, le piège des emplois sous-qualifiés devient presque inévitable. Sans diplôme reconnu, sans réseau local et avec une langue encore en construction, beaucoup se retrouvent dans des secteurs où il y a des postes, mais peu de mobilité. Nettoyage, cuisine, livraison, hôtellerie lourde, chantier, aide aux personnes âgées. Certains de ces emplois figurent même sur les listes de métiers en tension, ce qui ouvre des portes légales, mais concentre aussi les étrangers dans les travaux les plus durs et les moins valorisés. Le résultat, c'est le déclassement. Vous étiez qualifié dans votre pays et vous devenez invisible ici, prisonnier d'un cycle où vous travaillez toute la journée et étudiez le français le soir, avec l'espoir qu'un jour, le système reconnaîtra qui vous êtes. Au final, l'expérience a un goût doux amer. Vous comprenez pourquoi la France fonctionne comme elle fonctionne, l'ordre des papiers, le respect du contrat, la protection sociale, l'obsession de la langue.
Mais vous ressentez aussi l'autre versant de cette même culture, la lenteur qui consume l'énergie, le filtre qui exclut silencieusement, la sensation que, pour être accepté professionnellement, il faut prouver 10 fois ce que vous avez déjà prouvé une fois dans votre vie. Et tant que cette preuve n'arrive pas, Paris vous offre du travail, oui, mais souvent pas le travail que vous étiez venu chercher. Il existe une idée très répandue à propos de Paris, celle selon laquelle tout fonctionne, tout est organisé, et surtout qu'une fois intégré au système français, la vie devient toute ronde, bien huilée. Une santé publique exemplaire, des transports qui t'emmènent partout, des services efficaces. La promesse est séduisante parce qu'elle colle à l'image d'un pays fier de son état-providence et de règles claires. Sauf que l'expérience de dépendre de ce système, surtout en tant qu'immigrant, est tout autre. Ce n'est pas un désastre permanent, mais c'est une friction constante. Et cette friction fatigue. Ça commence par la santé. La France a bien un système large et obligatoire, avec une couverture solide, mais ce n'est pas gratuit comme on l'imagine. Il existe un reste à charge pour les consultations, les examens et les médicaments. Et c'est pour cela que la plupart des gens ont besoin d'une assurance complémentaire, la fameuse mutuelle, pour éviter de payer la différence à chaque fois. Pour quelqu'un qui arrive de l'étranger, ça paraît confus. Tu penses qu'il y a la santé publique, puis tu découvres que sans complémentaire, tu paies beaucoup de ta poche. Et cela devient une dépense fixe de plus chaque mois, à un moment où ton budget est déjà sous tension. Il y a aussi la question du temps. La culture médicale française valorise le parcours. Médecin traitant, orientation, file d'attente, spécialiste. C'est un système pensé pour être rationnel, pas immédiat. Quand ça marche, c'est très bien. Quand tu as mal, de l'anxiété ou une urgence pratique, ça ressemble à un mur. À Paris, il est plus facile de trouver des professionnels que dans l'intérieur du pays. Mais certaines spécialités exigent, malgré tout, une vraie attente, et la logique est « tiens bon » parce que c'est ainsi que le pays équilibre accès et coût. L'immigrant est surpris parce qu'il vient souvent avec une attente plus directe. J'ai besoin, je cherche, je règle. En France, c'est souvent j'ai besoin, j'entre dans le circuit, j'attends. Dans les transports publics, le choc est d'une autre nature. Le réseau est immense et tu peux vraiment rejoindre pratiquement n'importe quel point de la ville. Sauf qu'il fonctionne sur une culture de règles rigides, presque militaires. Valider son ticket n'est pas une suggestion. C'est une obligation à chaque entrée et parfois à chaque correspondance, avec le bip vert comme preuve que tu es en règle. Si tu oublies, si tu n'as pas compris la machine, si tu montes dans un bus bondé et que tu ne trouves pas le valideur, peu importe la raison, l'amende tombe et elle n'est pas symbolique. Pour un trajet irrégulier, elle peut atteindre plusieurs dizaines d'euros et grimper fortement si tu ne paies pas sur place. La sensation quand on arrive, c'est d'être toujours évalué. Tu ne prends pas seulement le métro, tu prouves sans arrêt que tu sais vivre à la française, c'est-à-dire dans la règle. Et il y a les grèves. Là, on touche un point culturel central. En France, la grève n'est pas un accident du système, elle en fait partie. C'est un instrument politique légitime, un héritage historique, presque un droit identitaire. Donc, quand les syndicats arrêtent à l'étrain, le métro ou une partie de la ville, le français râle. Mais il comprend, l'immigrant, non. Parce que, pour toi, les transports ne sont pas seulement une commodité. C'est l'accès au travail, à l'entretien, au rendez-vous médical, au visa. En 2025, il y a eu d'importantes paralysies annoncées pour septembre, touchant la SNCF et certains tronçons du réseau parisien avec des journées de fortes perturbations. Et le message implicite est « organise-toi, adapte-toi », parce que ça fait partie de la vie ici. En additionnant santé, transports et services publics, l'usure mentale apparaît. Tu vis dans une ville où presque tout dépend d'un système. Et ce système dépend d'horaires, de preuves, de formulaires, de files d'attente. Quand tu es dedans, ça marche. Quand tu es dehors, ça te serre la gorge. Et pour beaucoup d'étrangers, gérer la préfecture, les plateformes numériques et les délais devient un chapitre de plus d'attente et d'incertitude, avec des récits de retard longs et de difficultés à obtenir un contact. Au final, Paris reste Paris, mais l'image d'une vie facile parce que l'État résout tout s'effondre. Ici, l'État organise, oui, mais à son rythme. Et bien vivre signifie apprendre ce rythme sans le laisser user de l'intérieur. Vous atterrissez à Paris en portant un mélange de courage et de fantaisie. Le courage de recommencer loin de chez soi et la fantaisie de croire que, dans une ville si célébrée, la vie va s'emboîter vite, presque par osmose. Au début, on dirait que oui. Vous marchez dans les rues que vous avez vues 1000 fois au cinéma, vous prenez des photos, vous les envoyez à la famille et vous vous persuadez que vous êtes enfin arrivé au bon endroit. Mais la vie ne se passe pas sur une carte postale. Elle se passe le mardi pluvieux dans le métro bondé, au retour vers une chambre étroite. C'est là que le quotidien de l'immigrant commence pour de vrai. Et il est bien moins glamour que la vitrine. La solitude arrive d'abord, silencieuse.
La culture française est polie mais réservée. Les relations sont plus formelles au début, le cercle social se construit lentement et selon ses propres codes. Les Français séparent nettement l'espace public du privé. Être aimable avec vous ne signifie pas vous inviter dans leur vie. Alors, même entouré de monde, vous pouvez avoir l'impression d'être resté dehors. Vous apprenez à converser dans les couloirs, au travail, au marché, mais vous rentrez chez vous avec la sensation d'être encore en visite dans le pays. Et ça fait encore plus mal le dimanche, les jours fériés, aux dates qui chez vous seraient du bruit et qui ici sont du silence. Au milieu de tout ça, il y a une discrimination feutrée, elle est rarement explicite. La France porte un idéal fort d'universalisme. Officiellement, tout le monde est égal devant la République, et on ne parle pas de communauté, on parle de citoyen. En pratique, cet idéal devient parfois un filtre. Vous le sentez dans l'entretien où votre accent pèse plus lourd que vos compétences, dans la location où un dossier impeccable ne suffit pas, dans le service où la patience disparaît quand vous ne comprenez pas assez vite. Ce n'est pas une hostilité ouverte en permanence, c'est une couche de froideur qui vous rappelle que vous êtes évalué comme étranger avant d'être évalué comme personne. C'est subtil, et justement pour ça, ça épuise. Vous ne pouvez pas le pointer du doigt, seulement le ressentir. La pression financière n'est pas une phase courte, elle devient un décor de fond. Les dépenses initiales mordent, les dépenses invisibles continuent de mordre, et le salaire, quand il arrive, ne suit pas toujours le coût réel de la ville. La logique française de stabilité, contrat fixe, carrière construite étape par étape, documentation parfaite, impose aussi un rythme lent à ceux qui ont besoin de courir. Vous faites des comptes tout le temps. Vous pesez chaque café, chaque sortie, chaque ticket raté. Le plaisir devient mathématique. Et cela pousse l'esprit dans un état d'alerte constant, comme si vous essayiez sans cesse d'équilibrer des assiettes sans en laisser tomber une seule. Et alors le mythe de la vie parfaite commence à se dissoudre. Pas d'un coup, mais mois après mois. D'abord, vous comprenez que voyager n'est pas vivre quelque part. Ensuite, que vivre quelque part n'est pas y appartenir. Puis vous réalisez qu'appartenir prend du temps. Et que le temps coûte de l'argent, de l'énergie, de la patience. Vous avez envie de parler sans penser au verbe, de rire sans traduire, d'être compris sans devoir expliquer le contexte. L'odeur de la maison vous manque, la nourriture du dimanche, votre spontanéité. Et en même temps, vous vous sentez coupable de ne pas profiter de Paris comme les gens l'imaginent. Parce que, de l'extérieur, tout le monde voit la ville comme une récompense, tandis que vous la vivez comme un défi. Mais il existe aussi une vérité belle et dure. Survivre à tout ça vous transforme. Vous découvrez de petites victoires, vous apprenez la carte émotionnelle de la ville, vous vous créez un coin à vous au milieu du chaos, vous rencontrez des gens qui comprennent votre traversée. Sauf que rien de tout ça n'est de magique, tout se construit, brique par brique, avec des jours bons et des jours qui semblent ne pas tenir en vous. Si ce portrait vous a aidé à voir Paris sans filtre, avec sa lumière et ses ombres, abonnez-vous à la chaîne et dites en commentaire quelle partie de cette réalité vous a le plus surpris, ou quelle expérience vous voulez qu'on décortique dans la prochaine vidéo.